Salamé, vous accueillez l'un des porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Pensez-vous que Marine Le Pen ait une chance, une seule, d'être présidente de la République dimanche prochain ? Est-ce que je pense que Marine Le Pen a une chance au vu du rapport de force actuel, je ne le crois pas. Pensez-vous que l'ampleur de son score, c'est-à-dire si elle fait 35% ou 45%, c'est important pour la suite, pour la vie démocratique du pays ? Mais quel est l'intérêt, Léa Salamé, de cette discussion ? Moi, je veux plutôt savoir comment on fait reculer vraiment le Front National. C'est ça la discussion. Je voudrais d'ailleurs qu'on ne dise pas à ce micro... Moi, ma question, Alexis Corbière... Non, mais c'est... Oui, pardon. Ma question, c'est de savoir si vous, Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, pensez que si elle fait 45% ou 35%, ça change quelque chose. Ou si, après tout, qu'elle perde, qu'elle fasse à 45 ou 30, moi, je suis le porte-parole d'un mouvement, comme vous l'avez dit, où se retrouvent différentes positions. Probablement, ce qui nous rassemble tous, et je voudrais que ce soit dit à ce micro, parce que vous n'insistez pas assez, pas une voix pour le Front National. On peut quand même le rappeler. D'accord ? Et ne pas déformer notre position, et ne pas dire à ce micro que notre position, c'est le nini. Car ça participe à aider Marine Le Pen, qui sous-entendrait qu'il y aurait des gens, ou du moins que la position majoritaire qui est la nôtre, est celle qui consiste à dire nini. Mais il s'avère que dans nos rangs, il y a des gens qui vont utiliser le bulletin Macron pour battre Madame Le Pen, et d'autres qui disent, j'en ai assez, parce que moi, je l'ai constaté, j'ai mené campagne. Vous avez des gens qui n'en peuvent plus et qui expliquent, le Front National progresse, parce qu'il y a le chômage qui continue, les inégalités qui se creusent, et qui ne peuvent plus utiliser le bulletin de vote d'un homme qui dit, je vais soutenir la loi El Khomri, je vais remettre en cause le code du travail à coup d'ordonnance et qui pense que voter pour lui, ça participe à la montée du Front National. Ça s'entend ce raisonnement, ça s'entend. Alors, justement, vous comprenez... Il y a d'ailleurs 20% de l'électorat de Benoît Hamon aussi qui va s'abstenir. 2/3 des insoumis qui ont voté à la grande consultation voteront blanc ou s'abstiendront. Oui. Est-ce que ça veut dire que pour ces 2/3 des insoumis qui ont voté cela, que ce soit Macron ou Le Pen à l'Élysée, c'est la même chose? Je pense qu'ils analysent un rapport de force qui amène à dire que tous les sondages donnent quand même plus de 20 points d'avance à Monsieur Macron et qu'ils n'ont pas envie de sacrer Monsieur Macron, qui dit d'ailleurs je demande une adhésion à mon programme, ce qui est assez baroque tout de même. Il ne le demande plus. Ah d'accord, il le demande plus maintenant. Mais il vient de passer une semaine où il a demandé. Oui, moi, vous savez, je l'ai croisé hier, Monsieur Macron. Je lui ai dit, justement, c'est quand même incroyable. C'était dans les locaux des RMC. Vous allez continuer à modifier le code du travail par ordonnance? Il m'a dit oui, mais pas complètement, etc. Non, mais il ne voit pas tout de même la situation dans laquelle il est. Il ne voit pas que quand on reporte au nombre d'électeurs inscrits, le score qu'il fait au premier tour, c'est à peine 16%. 84% des gens ne sont pas d'accord avec son projet. Donc effectivement, peut-être sous la situation, il commence à voir l'état du pays. Et peut-être à modifier un peu les choses, mais que de temps perdu. Lundi soir, quand il a été invité dès le lendemain du premier tour, il dit « je demande une adhésion à mon projet ». J'ai même entendu d'ailleurs Monsieur Cazeneuve, à votre micro tout à l'heure, qui dit que lui ne demande pas un vote contre Marine Le Pen, mais qu'est-ce qu'il demande d'autre? Il a changé d'avis. Il veut que... Moi, je veux savoir, mais Alexis Corbière, moi je veux savoir si tout le monde s'abstient au vote blanc, qui gagne? Mais tout le monde ne va pas s'abstenir à voter blanc, madame. Il y a des gens dans ce pays, il y a des gens c'est la droite, il y a Monsieur Macron qui est arrivé en tête au premier tour. Mais je voudrais revenir à l'essentiel, il y avait une bonne méthode d'évacuer Madame Le Pen au premier tour. C'était de voter pour Jean-Luc Mélenchon. Où sont-ils ces donneurs de leçons? Je pense notamment au Parti Socialiste. À quoi a servi la candidature qu'ils ont maintenue jusqu'au bout? Donc vous persistez à penser que c'est Benoît Hamon qui a fait élire Marine Le Pen au second tour? Je persiste à penser qu'une candidature inutile qui allait dans le mur, qui a consacré d'ailleurs ces derniers jours à insulter Jean-Luc Mélenchon, n'a pas démontré une grande efficacité, alors qu'il y avait une possibilité à 600 000 voix près de faire en sorte que ce soit un humaniste, un républicain, un écologiste qui se retrouve au second tour. Quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'il a été 3e Mélenchon. Il est 4e. Il y a Fillon entre les deux. À 600 000 voix près. Ouais, ça s'est passé à 600 000 voix près. Mais vous parlez comme s'il était 3e. Il est 4e. À 600 000, ouais, d'accord. Ouais. C'est peu de choses. Vous voyez l'histoire du pays comme elle était différente. Où est la responsabilité de ce jeu? Je vais vous révéler un scoop. Avec qui j'ai discuté dans l'entourage de Benoît Hamon. Alors, à quoi ça sert de maintenir votre candidature à quelques jours du premier tour? Et qui m'ont dit, au vu des frais engagés, tu comprends, on peut plus la retirer. Donc, messieurs et dames, les donneurs de leçons, maintenant que vous n'avez pas aidé à ce qu'il y ait une candidature républicaine, humaniste, écologique au second tour, et que vous avez participé à la catastrophe, comment on fait? Petit problème, parce que moi, il ne s'agit pas de faire des leçons de morale, mais les milieux populaires que nous avons mobilisés, qui ne votaient plus, eh bien, ils ont du mal pour certains. Marine Le Pen a également mobilisé. Oui, j'entends bien, mais nous les avons contestés. J'entends bien, oui, Marine Le Pen mort sur des milieux populaires. Mais le premier dans les chômeurs, c'est Mélenchon. Le premier chez les jeunes, c'est Mélenchon. Le premier chez les ouvriers, c'est Marine Le Pen. Oui, d'accord. Mais pourquoi en permanence? Non, mais je rappelle les faits, c'est tout. Mais les faits, on les connaît tous. Mais pour la première fois, une candidature qui a contesté, y compris sur les terrains populaires, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ce que je veux vous dire, madame, c'est que je ne veux pas insulter les gens qui ne peuvent pas mettre un bulletin de vote d'un homme qui dit je vais supprimer 125 000 postes de fonctionnaires. Ça s'entend, mais moi je dis à ce micro, les amis, ne votez pas Front National. Et c'est respectable aussi de voter Macron contre le FN. Moi je n'injurie pas ceux qui font ça, mais je veux seulement qu'on se parle tranquillement, en voyant que ce qui compte c'est aussi l'avenir. Comment demain on empêche qu'en 2022 Madame Le Pen l'emporte? Mais juste une question, quand vous voyez, et là je ne parle pas de la consultation des 240 000 personnes qui ont voté dans votre mouvement, mais je parle des sondages. Quand vous voyez que 19% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont prêts à voter pour Marine Le Pen selon le sondage Ipsos d'aujourd'hui,
aujourd'hui. Et 5% de ceux de Benoît Hamon. Alors qu'il n'était que 9% le soir du premier tour. Ça ne vous interroge pas sur le message que vous envoyez, vous et Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire sur la tendance? Il y a une semaine, il n'y avait que 9% de vos électeurs qui étaient prêts à voter pour Marine Le Pen. Aujourd'hui, ils sont quasiment 1 sur 5. Ce n'est pas les chiffres que j'ai vus, c'était 14-15. Mais je vais vous dire une chose. Je les ai vérifiés ce soir, on peut les vérifier, c'est sondage Ipsos. Léa Salamé, j'ai énormément de respect et plus que ça pour vous. Mais sous-entendre que nous participerions à la montée du Front National, non mais on se parle tranquillement, on se connaît depuis longtemps tous les deux. Sous-entendre que nous participerions à la progression du vote Front National me semble être, comment dirais-je, assez inacceptable. Voilà, je veux le dire gentiment. Ceux qui font monter le Front National, probablement c'est ceux qui votent Front National. Moi, je leur dis à ce micro, ne votez pas Front National. D'accord? Je leur dis, je leur répète. C'est pas le sujet. Par contre, ceux qui votent Front National, moi j'en ai vu, j'ai fait campagne. C'est des gens qui me disent, je n'en peux plus parce que j'ai voté Hollande en 2012. Il m'avait dit, mon ennemi c'est la finance et les inégalités n'ont cessé de se creuser. Troisièmement, je vous rappelle que par exemple, il y a 5% des électeurs de Benoît Hamon aussi qui vont voter FN. Il y a plein de gens, vous savez, ça traverse la tête à plein de gens. Et je leur dis, vous avez tort. Par contre, ce qui compte, c'est l'avenir. Et c'est pas Monsieur Macron avec pour seule opposition le Front National. Ça fait le jeu du FN. Et il y aura Jean-Luc Mélenchon. Yanis Varoufakis, figure de la gauche radicale en Grèce, appelle clairement à voter Macron et dit, je ne comprends pas la position de Jean-Luc Mélenchon. C'est une énigme. Il aurait pu, dès le premier tour, appeler à voter Mélenchon parce qu'il était très silencieux. Yanis. Il sort de sa boîte uniquement au second tour, alors que ça aurait été formidable. On l'a invité plusieurs fois. Pourquoi il n'est pas venu? Pourquoi il s'est pas prononcé? D'ailleurs, il y en a aussi qui se sont pas prononcés. Monsieur Hollande, avant le premier tour, il s'est pas prononcé. Les membres du gouvernement, on ne sait pas ce qu'ils votaient avant le premier tour, et maintenant ils nous reprochent à nous notre position. Tout ça est absurde. Mais quand Varoufakis dit Macron a aidé la Grèce. Bon, écoutez ça, argument de circonstance, mais très bien. Ce que dit, non mais franchement, on découvre que Monsieur Macron, il aurait pu le dire publiquement, Monsieur Macron, si c'était le cas, je veux pas contester ses propos de Varoufakis, peut-être en faire une tribune, expliquer. Moi j'ai entendu personne, j'ai entendu la Grèce se faire étrangler tranquillement, mais j'ai pas entendu, mais comment dirais-je, je veux pas non plus flétrir Monsieur Varoufakis. Ça se respecte de dire, les amis, votez Macron contre Le Pen. J'ai rien contre ça. Par contre, je ne veux pas qu'on flétrisse, à coup de leçons de morale, à s'en noyer, à coup de tellement les larmes vont couler, de dire vous êtes des salauds, ceux qui n'arriveront pas à mettre un bulletin de vote. D'aucuns y voient un calcul politique de Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Vous êtes déjà sur les législatives. L'objectif de Mélenchon, au fond, c'est d'être l'opposant numéro 1, peu importe que ce soit Marine Le Pen ou Emmanuel Macron à l'Élysée. Le premier qui fait un calcul politique, c'est Monsieur Macron, qui dit moi je veux être élu, en ayant les coups des francs, je peux mettre en œuvre ma politique. C'est lui qui fait courir un risque au pays. Deuxièmement, il n'est pas idiot que de dire demain, je veux qu'il y ait une force qui fasse en sorte que la seule opposition à M. Macron ne soit pas l'extrême droite, parce que ça, c'est livrer le pays à l'extrême droite. Voilà où nous en sommes. Vous votez pour qui? Restez unis, les insoumis. Vous votez pour qui? Moi, je suis le porte-parole d'un mouvement dans lequel vous avez vu la consultation, il y a différentes opinions. Ce que je vais voter, moi, ça reste pour moi. Mais je vais faire une chose, j'irai voter. Merci beaucoup Alexis Corbière. Belle journée. Merci Léa Salamé. Thomas Legrand, ce matin, vous interrogez sur l'attitude de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron dans cet entre-deux-tours. Oui, parce que notre système électoral est ainsi fait. En 15 jours, il faut passer d'un peu plus de 20% à plus de 50%. Faut-il pour cela faire évoluer son programme ou faut-il rester constant sans changer une virgule? Les deux candidats suivent une stratégie opposée. Marine Le Pen, en s'ouvrant à Nicolas Dupont-Aignan, ralliement inespéré, a fait des concessions programmatiques sur l'euro notamment. Elle a aussi dû attribuer précocement le poste de Premier ministre. Emmanuel Macron, lui, a prononcé ces mots qui peuvent paraître arrogants. Je ne vais pas aller modifier mon projet pour convaincre les électeurs du second tour. Entre ces deux attitudes, quelle est la bonne? Eh bien, c'est celle qui gagnera dimanche soir, bien sûr. Et plus sérieusement, les deux stratégies sont en fait adaptées aux nécessités de chacun. Le leader trace sa route et la challenger cherche d'autres chemins. L'attitude d'Emmanuel Macron, qui consiste à dire « je ne change rien, mais je sollicite les suffrages de tous », peut paraître problématique d'un point de vue démocratique, d'autant que dès le premier tour, nombre d'électeurs ont voté Macron, non pas par adhésion, mais pour empêcher que Marine Le Pen soit en tête. Seulement, le candidat d'En Marche ne peut pas adopter une autre attitude. La promesse d'efficacité de son programme, qu'on l'approuve ou pas, réside dans sa cohérence et ses équilibres, dans le fait qu'il ne doit pas être édulcoré. La raison même de la candidature Macron, c'est, d'après lui, l'inefficacité de François Hollande qui n'a pu mettre en œuvre que des demi-mesures, et encore trop tard à force de concessions et autres synthèses. Et puis, mécaniquement, tout amendement, toute modification est impossible compte tenu du positionnement central d'Emmanuel Macron. Ce qu'il céderait à la gauche lui serait reproché par la droite et vice-versa. Marine Le Pen n'est pas du tout dans la même situation. Positionnée à l'une des extrémités du spectre politique, elle ne perd pratiquement rien à concéder sur son seul flanc dégagé, le flanc gauche, si l'on peut dire. Chacun d'eux a d'autre part intérêt à poursuivre sa stratégie malgré les critiques. Emmanuel Macron, qui a besoin d'affirmer sa fermeté
fermeté, son caractère, sa capacité à trancher, à ne pas transiger, gagne en présidentialité, à camper sur ses positions qu'il croit justes et qui ne l'ont pas empêché d'arriver en tête. Et Marine Le Pen, pour adoucir son image, teintée d'autoritarisme et de violence inhérente à sa famille et à son parti, a tout intérêt à montrer qu'elle sait se pondérer, prendre en considération la vie d'autrui, quitte à brouiller son message, comme on le constate sur l'incompréhensible dossier de l'euro et du franc. L'attitude d'Emmanuel Macron est plus conforme à l'esprit très qui m'aime me suivre de la Ve République, esprit personnaliste dont on perçoit quand même les limites, surtout à une époque qui exige un peu plus d'horizontalité dans l'exercice du pouvoir. L'attitude de Marine Le Pen, paradoxalement, ressemble au tripatouillage de la 4e République, mais au moment du face-à-face, il est quand même plus confortable de défendre la cohérence d'un programme inchangé que de devoir clarifier les incohérences d'un programme fraîchement remanié. Thomas Legrand, merci. 7h47.